5 énigmes archéologiques que personne ne peut expliquer. L'histoire officielle ressemble à un pacte fragile. Les scientifiques se sont mis d'accord pour ignorer les faits qui ne cadrent pas avec la vision habituelle du monde. Mais la pierre, elle, ne sait pas mentir. Sur notre planète, il existe des lieux dont la simple existence détruit la théorie de nos ancêtres primitifs. Ce ne sont pas de simples énigmes, ce sont des preuves directes. Elles prouvent que nous vivons sur les ruines de quelque chose de grandiose. Nous sommes comme des gens qui se réveillent amnésiques dans le palais d'un autre, persuadés de l'avoir construit eux-mêmes avec des branches et de l'argile. Mais 5 lieux sur la carte réfutent silencieusement cette assurance et suggèrent une vérité effrayante. Nous ne sommes pas les premiers ici, et peut-être pas les derniers. En 1994, l'archéologue allemand Klaus Schmidt a commencé des fouilles sur une colline en Turquie. Les habitants appelaient cet endroit la montagne du nombril. Ce qu'il a trouvé sous la couche de terre a obligé les scientifiques à réécrire les manuels d'histoire. C'était un immense complexe de temples fait de cercles de pierre. Des colonnes en forme de T, pesant jusqu'à 50 tonnes, étaient ornées de sculptures complexes représentant des animaux. Mais le choc n'est pas venu de l'architecture, mais de l'âge de la découverte. L'analyse au radiocarbone a montré que Göbekli Tepe a été construit il y a 12 000 ans. C'est la fin de l'ère glaciaire. À cette époque, les humains n'avaient pas encore inventé l'agriculture ni domestiqué les animaux. Ils ne connaissaient ni le tour de potier, ni la roue. Selon la version officielle, c'étaient de simples chasseurs-cueilleurs primitifs. Mais ces sauvages ont réussi à tailler, transporter et installer des blocs de 50 tonnes avec une précision parfaite. La science officielle ne peut pas expliquer comment une poignée de chasseurs a pu organiser un tel chantier. Cela nécessite des milliers d'ouvriers, une logistique complexe et de la nourriture. Cela signifie qu'une civilisation existait déjà à cette époque. Mais le plus grand mystère est ailleurs. Göbekli Tepe n'a pas été détruit par une guerre ou un tremblement de terre. Il a été enterré intentionnellement. Il y a 8000 ans, quelqu'un a déployé des efforts considérables pour recouvrir le complexe de terre et le cacher. Pourquoi ? Les anciens bâtisseurs voulaient-ils préserver des connaissances pour la postérité ou essayaient-ils de cacher quelque chose de dangereux ? Les colonnes du temple sont ornées d'images de scorpions, de serpents et de vautours. Ce sont des symboles de la mort et du monde souterrain. Peut-être que Göbekli Tepe n'était pas un temple, mais une prison ou un sceau qui retenait un mal ancien. Dans la vallée de l'Indus, sur le territoire de l'actuel Pakistan, se dressent les ruines sombres d'une ancienne cité dont le nom se traduit par « la colline des morts ». C'est Mohenjo-Daro. La ville a été découverte en 1922 par l'archéologue indien Rakaldas Banerjee. Les fouilles ont révélé au monde une métropole, d'un niveau de développement incroyablement élevé. Il y a 4500 ans, elle possédait un système d'égouts parfait qui surpassait celui de nombreuses villes européennes du XIXe siècle. Des maisons en briques de 2 étages avec salle de bain et de larges rues droites. Mais cette ville florissante n'a pas simplement décliné, elle est morte instantanément en 1 seconde. La découverte la plus effrayante attendait les archéologues dans les rues et les maisons. Ils ont trouvé 44 squelettes. Les gens gisaient dans des positions non naturelles, comme si la mort les avait surpris en pleine promenade ou au travail. Dans une rue, on a trouvé une famille, un père, une mère et un enfant. Ils se tenaient la main au moment de leur mort. Personne ne les a enterrés. Leurs corps sont simplement restés là où ils sont tombés, et y sont restés des milliers d'années, sous une couche de poussière et de sable. Mais le plus surprenant, c'est qu'il n'y avait aucune trace de dents d'animaux sauvages sur les os. Les prédateurs et les charognards ont évité ce festin macabre. Les squelettes étaient parfaitement conservés, ce qui est une anomalie dans un climat chaud. La seule explication à ce phénomène est que les corps étaient imprégnés de quelque chose qui tuait toutes les bactéries et repoussait les animaux. Les scientifiques ont analysé les restes et ont été choqués. Le niveau de radiation dans les os était 50 fois supérieur à la normale. Dans certains échantillons, les niveaux étaient comparables à ceux trouvés chez les victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce n'était pas la radiation de fond du sol,
C'était la trace d'une libération d'énergie puissante et instantanée. Le schéma de destruction de la ville soulève également de nombreuses questions. Les bâtiments du centre-ville sont beaucoup plus détruits que ceux de la périphérie, ce qui est caractéristique de l'épicentre d'une explosion. Mais la preuve la plus importante se trouve juste sous nos pieds. Ce sont les pierres noires. Les archéologues ont trouvé des milliers de morceaux de poterie et de briques, qui ont fusionné pour former une masse vitreuse et dure de couleur noire. Ce phénomène s'appelle la vitrification. Pour transformer de la brique ordinaire et du sable en verre, il faut une température supérieure à 1500 degrés Celsius. Un incendie normal, même très intense, atteint au maximum 800 degrés. Une telle température ne peut être obtenue que dans le cratère d'un volcan ou à l'épicentre d'une explosion nucléaire. Mais dans la vallée de l'Indus, il n'y a pas et n'y a jamais eu de volcan. Les sceptiques tentent d'expliquer la mort de la ville par une inondation, une épidémie ou une invasion ennemie. Mais il n'y a aucune trace de coup d'épée ou de flèche sur les squelettes. Une inondation ne fait pas fondre les pierres. Une épidémie ne laisse pas de radiation. La réponse à cette énigme se trouve peut-être dans l'épopée indienne ancienne, le Mahabharata. Ces textes, écrits il y a des milliers d'années, contiennent une description effroyablement précise des armes que les dieux utilisaient dans leurs guerres. L'épopée décrit un projectile qui brillait, de l'éclat de 10 000 soleils. Lorsqu'il fut lancé, la nature devint folle. L'eau des rivières se mit à bouillir et les poissons furent cuits vivants. Les arbres s'enflammèrent, comme des torches. Du ciel tombait une pluie de cendres. On y décrit même les symptômes du mal des rayons chez les survivants. Les gens perdaient leurs cheveux et leurs ongles, leur peau devenait blanche, la nourriture était empoisonnée et les guerriers, pour se sauver, devaient jeter leurs armes dans l'eau et se laver, ainsi que leurs chevaux. Le texte ancien décrit une explosion nucléaire et ses conséquences avec la précision d'un rapport militaire. Qui aurait pu utiliser une arme de destruction massive il y a 4000 ans? Peut-être que l'histoire de l'humanité a connu des périodes de haut développement technologique qui se sont terminées par une autodestruction. Mohenjo-Daro pourrait être un monument à une telle guerre. C'est un avertissement gravé dans la pierre. La ville a péri en un instant, se transformant en un cimetière radioactif. Pendant des siècles, les habitants ont craint cet endroit, croyant qu'il était maudit par les dieux. Et aujourd'hui, en regardant les briques fondues et les eaux radioactifs, nous comprenons que leur peur était absolument justifiée. En 1963, un simple habitant de la province turque de Cappadoce a été confronté à un problème domestique lorsque ses poules ont commencé à disparaître les unes après les autres. Les volailles entraient dans une petite fissure dans le mur de la cave et ne revenaient jamais, comme si elles se dissolvaient dans l'air. Le propriétaire de la maison a décidé de réparer le mur et l'a frappé avec une lourde masse. Mais la maçonnerie s'est effondrée, révélant derrière elle non pas un simple vide, mais un tunnel sombre s'enfonçant dans les profondeurs infinies de la terre. C'est ainsi que, tout à fait par hasard, a été découvert Derinkuyu, aujourd'hui considérée comme la plus grande et la plus complexe des villes souterraines du monde, dont l'échelle dépasse l'imagination et provoque une crise de claustrophobie aiguë même chez les spéléologues aguerris. Officiellement, les archéologues ont fouillé 8 niveaux qui descendent à 85 mètres de profondeur, ce qui est comparable à la hauteur d'un gratte-ciel moderne de 30 étages, retourné et enfoncé dans le tuf volcanique tendre. Cependant, les données des géoradars montrent que c'est loin d'être la limite et qu'il pourrait y avoir des dizaines d'autres étages sous nos pieds, encore inexplorés et ensevelis sous les débris. Les scientifiques ont calculé que plus de 20 000 personnes pouvaient y vivre simultanément avec leur bétail et leurs réserves de nourriture et de vin, transformant ce lieu non pas en un simple bunker temporaire, mais en une métropole autonome à part entière, capable de survivre sans contact avec la surface pendant des années. Le génie des anciens bâtisseurs a atteint ici des sommets impossibles, car la principale merveille de Derinkuyu est son système de ventilation incroyablement complexe. 15 000 puits de ventilation parcourent la ville de haut en bas et sont conçus si perfectly que même aux niveaux les plus bas, où pèse une énorme masse de roches, l'air reste frais et pur.
Ces puits servaient également de puits d'eau et descendaient jusqu'à la nappe phréatique, fournissant de l'eau potable à la population. Mais en même temps, les ennemis à la surface ne pouvaient pas empoisonner l'eau, car l'accès y était solidement bloqué de l'intérieur de la ville. On a trouvé dans la ville des locaux pour des écoles, des chapelles, des pressoirs à vin et à huile, ce qui indique que les gens prévoyaient de vivre ici longtemps et de ne manquer de rien. Mais la question principale qui tourmente les historiens est de savoir de qui exactement ces anciens peuples se cachaient avec une telle obstination fanatique. Derinkuyu est une structure défensive parfaite, mais elle protège contre une menace très spécifique. En effet, les entrées des étages sont bloquées par d'énormes portes de pierre rondes en forme de meule pesant une demi-tonne. Chacune de ces portes est impossible à ouvrir de l'extérieur, seulement de l'intérieur, à l'aide d'un système de levier. De plus, au centre de la porte, il y a un trou à travers lequel les défenseurs pouvaient tuer les ennemis avec des lances pendant qu'ils tentaient de forcer le passage. Les couloirs étroits et bas sont construits de manière à forcer l'ennemi à avancer un par un et en position courbée, le privant de tout avantage en termes de force physique et d'armes. Pourquoi construire une ville gigantesque profondément sous terre si l'ennemi attaque avec des épées et des flèches conventionnelles, alors qu'il est plus facile et plus agréable de soutenir un siège dans une forteresse imprenable sur une haute montagne? S'enfoncer sous terre dans l'obscurité et l'humidité éternelle et respirer la suie des torches n'a de sens que dans un seul et unique cas, si l'ennemi attaque depuis les airs et si la surface de la terre devient inhabitable. D'anciens textes zoroastriens racontent l'histoire du dieu Ahura Mazda avertissant un roi d'une catastrophe imminente et lui ordonnant de construire un vara, un abri souterrain contre le feu du ciel et un hiver terrible. Peut-être que Derinkuyu était un abri anti-bombe dans la même guerre mondiale qui a détruit Mohenjo-Daro. Et 20 000 personnes étaient assises dans le noir sous des millions de tonnes de pierres parce qu'elles avaient une peur panique du ciel. En 1986, un plongeur local, Kiyachiro Aratake, s'est immergé dans les eaux turquoises au large de la petite île japonaise de Yonaguni. Il ne cherchait pas d'anciennes civilisations, il cherchait des requins-marteaux pour les montrer aux touristes. Mais au lieu de requins, il a trouvé quelque chose qui lui a coupé le souffle. Des abysses bleus, à 25 mètres de profondeur, émergeait un rocher gigantesque. Mais ce n'était pas un simple rocher, c'était un mur. Aratake s'est approché et a vu des marches de pierre parfaitement droites qui montaient. Il a vu des angles droits, des terrasses et des plateformes géométriquement parfaites. Cela ressemblait à une immense pyramide à degrés ou à une ziggourate que quelqu'un aurait jetée à la mer. Le plongeur a compris qu'il regardait les ruines d'une ville dont personne ne connaissait l'existence. Il a appelé cet endroit Iseki, ce qui en japonais signifie simplement ruine. L'objet principal, que l'on appelle maintenant le monument de Yonaguni, a des dimensions colossales. Sa longueur est de 150 mètres, sa largeur de 40 mètres et sa hauteur de 27 mètres. C'est comparable à un immeuble moderne de 10 étages. Et cet édifice est entièrement taillé dans une falaise de grès. Lorsque la nouvelle de la découverte est parvenue aux scientifiques, le monde s'est divisé en deux camps. Les géologues sceptiques ont déclaré que c'était un jeu de la nature. Ils ont expliqué que le grès a la propriété de se fissurer en couches, formant des lignes droites. Mais le professeur de géologie marine Masaaki Kimura, de l'université de Ryukyu, a consacré plus de 15 ans à l'étude de ce site. Il a effectué des centaines de plongées et a dressé une carte tridimensionnelle détaillée du fond marin. Ses conclusions détruisent la théorie de l'origine naturelle. Kimura a trouvé des éléments que la nature ne peut pas créer. Sur la terrasse supérieure, il a découvert 2 trous ronds d'1 mètre de profondeur, ressemblant à des emplacements pour installer des colonnes. Il a trouvé une tranchée qui coupe la pierre de manière parfaitement droite et sert à l'évacuation de l'eau. Il a trouvé un bassin de forme triangulaire. Mais la preuve la plus convaincante est ce qu'on appelle l'arche. C'est une porte de pierre de 15 mètres de haut à travers laquelle un plongeur peut passer.
Les pierres qui composent l'arche sont parfaitement ajustées les unes aux autres et tiennent sans ciment. La nature ne construit pas de porte. Autour du monument principal se trouvent d'autres objets étranges. Les plongeurs appellent l'un des endroits le stade. C'est une immense plateforme plate entourée d'une sorte de gradin. À côté se trouve un rocher qui ressemble à une tortue géante. Mais l'objet le plus sinistre est le visage. C'est un énorme rocher sur lequel sont sculptés des yeux, un nez et une bouche. Il repose au fond et regarde vers la surface qu'il ne reverra plus jamais. Certains le comparent aux statues Moai de l'île de Pâques. Mais le principal problème de Yonaguni n'est pas la forme des pierres, mais leur datation. L'île de Yonaguni et toute cette région ont été submergées à la fin de la dernière période glaciaire. C'est arrivé il y a environ 10 000 ans, lorsque la fonte des glaciers a fait monter le niveau des océans de plusieurs dizaines de mètres. Pensez à ce chiffre, 10 000 ans. L'histoire officielle affirme qu'à cette époque, les habitants du Japon vivaient dans des fosses, portaient des peaux et se nourrissaient de mollusques. Ils n'avaient ni outils en métal, ni mathématiques, ni écriture. Si Yonaguni est une ville construite par l'homme, alors toute notre chronologie est fausse. Cela signifie qu'il existait sur Terre une civilisation développée, capable de travailler des mégalithes à l'échelle industrielle 5000 ans avant la construction des premières pyramides égyptiennes. Les partisans de l'histoire alternative appellent ce lieu les vestiges du légendaire continent de Mu. Ou de la Lémurie. Selon d'anciennes légendes, un immense empire existait dans l'océan Pacifique qui a péri dans un cataclysme. Yonaguni correspond parfaitement à cette description. Ce n'est pas juste un temple, ce sont les restes d'une capitale. La manière dont cette ville s'est retrouvée sous l'eau est particulièrement terrifiante. Les géologues notent que la submersion n'a pas été progressive. L'île se trouve dans la ceinture de feu du Pacifique, une zone d'activité sismique monstrueuse. Très probablement, la catastrophe s'est produite instantanément. Un tremblement de terre extrêmement puissant, suivi d'un tsunami de plusieurs centaines de mètres de haut, a tout simplement balayé la civilisation dans l'océan. Imaginez ce jour. Les gens vaquaient à leurs occupations, marchaient sur les terrasses, priaient leurs dieux près du bassin sacré. Et soudain, le ciel est devenu noir, et la mer s'est dressée comme un mur. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. La ville s'est effondrée dans l'abîme avec ses habitants. Aujourd'hui, lorsque les plongeurs nagent au-dessus de ces terrasses, ils sentent un courant très fort. L'endroit est dangereux, il y a beaucoup de requins et l'eau est agitée. Les pêcheurs locaux ont toujours considéré ces eaux comme maudites et essayé de ne pas s'y aventurer en bateau. Le professeur Kimura affirme avoir trouvé au fond non seulement des bâtiments, mais aussi des tablettes avec des symboles inconnus. Il les appelle la pierre de Rosette d'Okinawa. Si c'est vrai, et si nous parvenons à déchiffrer ces signes, alors les morts silencieux depuis 10 000 ans se mettront à parler. Nous connaîtrons leur nom et leur histoire. Le monument de Yonaguni est le plus grand cimetière sous-marin des espoirs de l'humanité. Il nous rappelle que n'importe quel empire, même le plus puissant, peut disparaître en un seul jour. Nous construisons des gratte-ciels de verre et de béton, mais face à la planète, ils sont aussi fragiles que des châteaux de sable. Yonaguni repose au fond, couvert de coraux et d'algues, et il attend. Il attend que le prochain cataclysme envoie nos villes lui tenir compagnie. Et alors, dans des milliers d'années, de nouveaux plongeurs passeront devant les ruines de Tokyo ou de New York et se demanderont si la nature a pu créer des angles aussi droits. Dans les montagnes du Laos, sur le plateau de Siengkuang, se trouve un lieu qui donne la chair de poule même aux voyageurs les plus aguerris. On l'appelle la plaine des Jarres. Imaginez un immense champ désertique, entouré de montagnes brumeuses, et sur ce champ, comme des jouets abandonnés par d'anciens dieux, reposent des milliers de récipients en pierre gigantesques. Le spectacle est absolument surréaliste et défie toute logique. Au total, les archéologues ont découvert plus de 90 sites avec ces objets mystérieux, mais seuls 3 d'entre eux sont ouverts aux touristes. Les autres se cachent dans la jungle impénétrable. L'ampleur de cette anomalie de pierre dépasse l'imagination. Le nombre total de jarres dépasse plusieurs milliers.
Les plus petites mesurent un demi-mètre de haut et pèsent environ 500 kg. Mais on trouve de véritables monstres. La plus grande jarre, que les habitants appellent la coupe du roi, s'élève à 3 mètres, au-dessus du sol et pèse 6 tonnes. Les parois de ces récipients peuvent atteindre 40 cm d'épaisseur. Le principal mystère réside dans leur transport. Les jarres sont faites de granit, de grès, de calcaire, corallien et de conglomérats. Mais les gisements les plus proches de ces roches se trouvent à des dizaines de kilomètres de la plaine. Il y a 2500 ans, lorsque, selon la version officielle, ces objets ont été créés, il n'y avait pas de route au Laos. Il n'y avait que des jungles denses et des sentiers de montagne. Comment des peuples anciens ont-ils pu traîner un bloc de pierre de 6 tonnes à travers les montagnes sans utiliser la roue ni de techniques complexes? Des ingénieurs ont calculé que pour déplacer une seule de ces jarres, aurait fallu les efforts de centaines de personnes et des années de travail. Et ça, pour un seul récipient, alors qu'il y en a des milliers. Le monde a découvert cet endroit dans les années 1930 grâce à l'archéologue française Madeleine Colany. Cette femme intrépide a passé plusieurs années dans la plaine, essayant de percer le secret des géants de pierre. C'est elle qui a trouvé d'étranges disques de pierre à côté des jarres. Au début, elle a pensé que c'était des tables ou des autels sacrificiels, mais elle a ensuite compris. C'était des couvercles. Chaque jarre avait autrefois un couvercle. Cela signifie que les récipients devaient être fermés hermétiquement. Mais pourquoi ? Quelle chose si précieuse ou si dangereuse fallait-il conserver dans un coffre-fort en pierre de 6 tonnes au milieu de la jungle ? Madeleine Colany a également découvert dans les environs une grotte, avec une ouverture naturelle dans le plafond qui ressemblait à une cheminée. Les parois de la grotte étaient entièrement couvertes de suie. Les fouilles ont révélé qu'il s'agissait d'un crématorium géant, et c'est alors qu'est née la théorie la plus sombre et la plus plausible sur l'origine de la plaine des jarres. Ce ne sont pas des entrepôts pour le grain, comme certains le pensaient, ni des réservoirs pour l'eau de pluie. Les peuples anciens utilisaient ces jarres pour un rituel funéraire complexe et macabre. Le corps d'un défunt était placé entier dans le récipient en pierre. On le recouvrait d'un lourd couvercle en pierre et on le laissait sous un soleil de plomb. À l'intérieur de la jarre, Le corps commençait à se décomposer. Un processus de fermentation de la chair avait lieu. des années plus tard, lorsqu'il ne restait de la personne que des os propres, on les extrayait et on les brûlait dans cette même grotte crématorium, et les cendres étaient enterrées dans le sol. À côté des jarres. Imaginez l'atmosphère qui régnait en ce lieu il y a 2000 ans. Des champs infinis, parsemés de milliers de récipients en pierre, et dans chacun d'eux, un corps humain se transformant lentement en liquide. Une odeur de décomposition devait flotter sur la plaine, comme un mur épais. C'était une morgue géante à ciel ouvert, une usine de traitement des morts. Les tribus locales croyaient que l'âme d'une personne ne pouvait pas monter au ciel, tant que la chair n'avait pas complètement disparu. Et ils aidaient ce processus de cette manière effrayante. Mais les habitants locaux racontent une histoire bien différente. Leurs légendes disent qu'il y a plusieurs siècles, ces terres étaient gouvernées par un roi cruel de géants nommé Kun Chung. Il mena une guerre longue et sanglante contre ses ennemis. Quand il remporta enfin la victoire, il décida d'organiser un festin grandiose qui devait durer une année entière. Le géant ordonna à ses serviteurs de fabriquer d'énormes coupes en pierre pour les remplir de vin de riz, le lao lao. Selon ce mythe, les jarres ne sont que de la vaisselle pour une beuverie de géants. Les habitants croient encore, aujourd'hui, que sous la terre de la plaine dorment les esprits de ces mêmes géants, et qu'il est mortellement dangereux de les déranger. L'histoire de la plaine des jarres, aussi une page contemporaine non moins tragique. Pendant la guerre secrète au Laos, dans les années 1960 et 1970, ce territoire a subi l'un des bombardements les plus violents de l'histoire de l'humanité. L'aviation américaine a largué plus de 260 millions de bombes sur la province de Xiên Quang. C'est plus que ce qui a été largué sur toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. La plaine s'est transformée en un enfer de feu. De nombreuses jarres anciennes ont été détruites ou brisées par les explosions. Mais le plus terrible, c'est que des millions de bombes n'ont jamais explosé. Elles sont toujours dans le sol, entre les récipients de pierre.
La plaine des Jars est aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus dangereux au monde. Les touristes ne peuvent marcher que sur des sentiers spécialement balisés. Un pas à gauche ou un pas à droite peut coûter la vie. Des bombes à sous-munitions, ressemblant à des balles de tennis, attendent leurs victimes depuis un demi-siècle. Ce danger mortel confère au lieu une atmosphère particulièrement oppressante. Vous êtes au milieu d'un champ. Vous regardez les anciens récipients pour les morts, et sous vos pieds, dans l'herbe, se cache la mort moderne. Le passé et le présent se sont ici fondus en une. Seule danse macabre. La pierre et le métal, les rituels des anciens et les technologies des tueurs modernes. Récemment, des archéologues australiens ont utilisé de nouvelles méthodes de balayage et ont découvert des centaines d'autres sépultures sous terre autour des Jars. Il s'est avéré que la partie visible n'est que la pointe de l'iceberg. Sous terre se cache toute une cité des morts. D'étranges objets ont également été trouvés. Des disques de bronze, des perles de verre et des outils en fer dont l'origine est difficile à déterminer. L'analyse chimique de la surface intérieure des Jars a révélé des traces de matière organique, ce qui confirme la théorie de la décomposition des corps. Mais il existe aussi des hypothèses alternatives qui donnent froid dans le dos. Certains chercheurs ont prêté attention à la disposition des Jars. Si l'on regarde la carte de la plaine vue du ciel, les groupes de récipients forment un dessin qui reproduit la carte du ciel étoilé tel qu'il était il y a 2000 ans. Certains groupes de Jars correspondent précisément à des constellations. Pourquoi les peuples anciens auraient-ils eu besoin de créer un reflet du ciel sur Terre en utilisant pour cela des récipients contenant des morts? Peut-être croyaient-ils que de cette manière, les âmes pourraient retrouver leur chemin vers les étoiles. Ou alors, ces Jars faisaient partie d'un gigantesque instrument astronomique fonctionnant à l'énergie de la mort. La plaine des Jars garde le silence. Les géants de pierre se dressent sous les pluies et les vents, se couvrant lentement de mousse. Ils ont survécu à la civilisation de leurs créateurs, ils ont survécu au bombardement en tapis. Ils nous survivront aussi. Les touristes qui visitent cet endroit parlent souvent de crises de vertige soudaines et d'une anxiété inexplicable. Les appareils photos tombent souvent en panne ici et les boussoles se dérèglent. Les chamans locaux disent que les Jars ne sont vides que physiquement. En réalité, elles sont remplies à ras-bord de mémoire. La mémoire de milliers de personnes qui y ont trouvé leur dernier et très long refuge. Et cette mémoire est si lourde que même la terre sous les Jars s'affaisse, non pas sous le poids de la pierre, mais sous le poids du chagrin. Nous regardons ces blocs gris et nous comprenons que pour les anciens, la mort n'était pas une fin, mais un processus technologique complexe. Un secret que nous avons perdu. 5 énigmes. 5 preuves que nous ne savons rien. Le temple de Göbekli Tepe, qu'ils ont enterré par peur. Les eaux radioactives de Mohenjo-Daro. Le bunker souterrain de Derinkuyu. La ville engloutie de Yonaguni. Et les coupes funéraires du Laos. Ces pierres se moquent de notre suffisance. Nous pensons contrôler la planète, mais nous ne sommes que des fourmis qui rampent sur les ruines de palais. Les anciens étaient plus forts que nous, mais ils ont disparu, et leurs traces nous rappellent que l'éternité n'appartient qu'à la pierre, pas à l'homme.